Et chaque année, soit à la Saint-Jean, soit à la Fête des Patriotes, on est toujours question de cette histoire-là. Au Québec, les gens parlent des Patriotes, la rébellion des Patriotes, l'insurrection de 1837-1838. Plein de gens parlent de ça. Et très peu de gens, en fait, connaissent l'histoire des Patriotes. C'est toujours très drôle, d'ailleurs, de voir que des partis d'extrême gauche, par exemple, comme Québec solidaire, se revendiquent des patriotes et de l'indépendantisme québécois, alors que si vous allez voir un peu dans ce podcast-là que ce qu'étaient les patriotes, ou en tout cas ce qu'était Louis-Joseph Papineau lui-même, est à l'antipode, complètement contraire à toutes les valeurs que peut défendre un parti comme Québec solidaire et même comme le Parti québécois dans le même ordre d'idée. Donc, cette fête-là, ça a été instauré le 22 novembre 2002, si ma mémoire est bonne. Ça a été, dans le fond, la première fois que ça a été célébré, c'était le 19 mai 2003. C'est toujours le lundi qui précède le 25 mai de chaque année. Donc, ça peut varier d'une année à l'autre, la journée précise. La journée vise à souligner l'importance de la lutte des patriotes de 1837-1838 pour la reconnaissance de la nation canadienne-française, pour la liberté politique et l'établissement d'un gouvernement démocratique. Donc ça, c'est la définition officielle de la fête. Ça nous renvoie évidemment à la rébellion des patriotes, comme je l'ai dit, puis les insurrections de 1837, qui était un conflit militaire qui est survenu 1837-1838 dans le Bas-Canada, qu'on appelle aujourd'hui Québec, mais le Bas-Canada, qui à l'époque est une colonie britannique. C'est un peu l'aboutissement d'un conflit politique qui existait depuis le début du siècle, donc depuis le début 1800, depuis le début du 19e siècle. Il y a un conflit politique entre la population qui est là, entre les gens qui sont là, et l'occupant militaire, que d'aucuns diraient colonial. La chose qu'on parle assez peu souvent, c'est qu'il y a une rébellion au Haut-Canada, dans le fond, qui se trouve être l'Ontario d'aujourd'hui, qui était la deuxième colonie britannique. Et en réalité, c'est ça, c'est qu'il y avait des patriotes du côté anglais aussi, qu'on n'appelait pas nécessairement les patriotes, mais qu'en fait, il y a eu une rébellion simultanée dans le Haut-Canada, et ça va constituer ce qu'on appelle la rébellion des colonies canadiennes. Donc, c'était pas un premier point, c'est que c'était pas une rébellion strictement canadienne-française comme on nous le fait dire aujourd'hui, ou dans le fond l'ancêtre des souverainistes québécois, si vous voulez. C'était une rébellion un peu comme ce qui s'est passé aux États-Unis entre les gens qui sont là et la couronne britannique, finalement, la couronne d'Angleterre, le pouvoir monarchiste qui est là. Donc, grosso modo, si on fait un petit peu de chronologie, je vais y aller plus détaillé après, mais c'est qu'au cours du printemps et de l'été 1837, il y a des chefs réformistes, dont Louis-Joseph Papineau qui était là, qui était chef du Parti patriote. Le Parti patriote, en fait, c'est le nouveau nom du Parti canadien. Il existait un parti politique qui s'appelait le Parti canadien, qui va devenir en 1826 le Parti patriote. C'est un des deux partis politiques qu'il y avait à l'époque. Donc, son adversaire, c'était le Parti bureaucrate. Moi, j'adore ce nom-là, Parti bureaucrate. Je trouve que ça représente bien les gens qu'on a à l'Assemblée nationale. Ils devraient penser à se rebaptiser pour avoir ce nom-là. En fait, à l'époque, c'était pas l'Assemblée nationale, c'était l'Assemblée législative du Bas-Canada. Donc, un peu de chronologie, comme je l'ai dit de manière détaillée. Donc, en 1786, le 7 octobre, naît Louis-Joseph Papineau à Montréal, dans la province of Québec, comme on dit à l'époque. Et il est décédé le 23 septembre 1871, donc presque 100 ans plus tard, à Montebello. C'est le fils de Joseph Papineau. C'est un seigneur et député du Parti libéral modéré de l'Assemblée du Bas-Canada. Seigneur, c'est important là-dedans parce que ça, c'est un des premiers points qui est très drôle de voir des gens se réclamer des patriotes et de Papineau, c'est que la famille Papineau, c'était les seigneurs de Montebello. Donc, qu'est-ce que c'est que le régime seigneurial? C'est qu'on a comme ça des petits seigneurs, des genres de monarques qui
ils ont un droit de propriété sur des territoires. Donc, en l'occurrence, lui, c'était Montebello. Et puis, les gens qui vivent là sont leurs censitaires. Donc, dans le fond, c'est des genres de sujets de Sa Majesté, mais c'est à l'échelle du seigneur. Donc, le seigneur qui est là vit un peu comme comme un petit roi, un petit roitelet. Puis les censitaires qui sont autour travaillent et puis donnent une rente au seigneur du village. Et ça, ce système seigneurial-là avait été aboli dans le monde anglo-saxon depuis quand même assez longtemps. Mais ça perdurait dans le Bas-Canada, dans la Nouvelle-France. Finalement, il y avait encore un système seigneurial. Et puis, le Papineau, toute sa vie, va s'opposer à l'abolition du système seigneurial parce qu'il voulait garder ses censitaires. Il y avait des raisons officielles qui donnaient, là, comme quoi que ça allait nuire à l'économie du Canada français, mais finalement, c'était un peu aussi pour garder ses avantages, disons, bien marqués. Donc, c'est quand même important d'avoir cette information-là en tête quand on pense à Papineau, seigneur de Montebello. Il va étudier au petit séminaire de Québec qui existe encore aujourd'hui, puis il va se préparer à faire une carrière en droit. Il est avocat à partir de 1810. Il représente, je dirais, l'influence qui grandit des professions libérales au Canada français. C'est-à-dire les professions libérales, notaires, avocats, ce genre de métier-là, c'est ça de plus en plus on en voit dans la société canadienne-française. Il va être d'abord élu à l'Assemblée du Bas-Canada en 1809 durant le règne du gouverneur général James Craig, qu'on appelle le règne de la terreur. C'est un gars qui est très assurant, il a une éloquence, il a une popularité. Il émerge un peu comme le leader de jeunes nationalistes et il devient chef du Parti canadien, comme je dis, qui va changer de nom pour le Parti patriote en 1826. Il se déclare libéral et républicain, mais il défend, comme je l'ai dit, le régime seigneurial. Donc, libéral économique, mais régime seigneurial. Déjà, c'est un peu spécial parce qu'il dit que c'est la base de l'économie agricole du Canada français. Il est lui-même propriétaire de la seigneurie de la Petite-Nation. Donc, aujourd'hui, je dis seigneur de Montebello parce qu'aujourd'hui, on appelle ça Montebello. Mais à l'époque, ça s'appelait la Petite-Nation. Donc, Louis-Joseph Papineau, seigneur de la Petite-Nation, en fait, il achète la seigneurie de son père en 1817. On dit qu'il est assez exigeant, d'ailleurs, envers ses habitants, ses censitaires. En matière d'économie, c'est un conservateur. Il est assez hostile aux innovations en matière de commerce et de transport que les gens vont juger à l'époque essentiel à l'essor du Bas-Canada. Donc, on a déjà quelqu'un qui est pour le système seigneurial avec les censitaires et qui est un conservateur. Donc, c'est déjà quand même assez spécial de voir que des gens comme, je ne sais pas moi, Sol Zanetti ou encore les Jean-Martin Hossan de ce monde se promener avec les effigies de Papineau ou le drapeau des Patriotes dans un truc de la Saint-Jean. C'est quand même assez particulier. Tout ça, d'ailleurs, en étant contre les armes à feu, alors que c'est une révolution armée, une guerre civile. Bref, c'est toujours un peu particulier de revisiter un peu l'histoire comme ça pour voir ce qui s'est réellement passé. Donc, je poursuis ma petite chronologie. 1815, Louis-Joseph Papineau devient chef officiellement du Parti canadien. Qu'il va renommer, c'est ça, quelques années plus tard, le Parti patriote. En 1834, il va rédiger avec d'autres membres du parti les 92 résolutions. Vous apprenez ça quand vous faites de l'histoire au secondaire. Donc, c'est des résolutions qui sont présentées devant la Chambre de l'Assemblée. Et le but, c'était de faire envoyer ça au roi d'Angleterre de l'époque. Puis, c'est des revendications politiques du Canada français ou du Bas-Canada. Notamment dans les demandes, on demande un gouvernement responsable et l'élection des membres du conseil exécutif pour avoir plus de Canadiens français à l'administration du pays, parce qu'à l'époque, il n'y en a pas beaucoup. Début 1837, Lord Russell, dans le fond, qui est un peu le porte-voix du roi là-dedans, répond aux 92 résolutions en écrivant les 10 résolutions de Russell. Celles-ci répondent là, effectivement à la négative à toutes les 92 résolutions. Ils disent, bon, nous autres, on ne s'occupe pas de vos affaires. Ça n'a pas de bon sens. Et en plus de ça, donne le droit au conseil et au gouverneur de prendre l'argent de la Chambre d'Assemblée, sans droit de regard ou contrôle de celle-ci. Donc, il y a une espèce de révolte populaire à l'époque qui est parrainée par le Parti patriote et c'est la rébellion des patriotes.
Donc, la carrière de Papineau est un peu marquée par cet événement-là, surtout son comportement lors des rébellions de 1837, qui ont été un peu source de controverse à l'époque, puis de toutes sortes de spéculations. Lui, il dit avoir aucunement participé aux insurrections. Il dit, moi, j'ai touché un pacifique, j'ai pas pris les armes, mais il y a quand même des preuves historiques qui montrent qu'il a agi en tant que commandant en chef jusqu'à la bataille de Saint-Denis, où d'ailleurs il a disparu avant le combat, avant que le combat commence. D'ailleurs, plusieurs patriotes de l'époque qui vont même ceux qui vont, il y en a qui vont se faire pendre là-dedans, l'accusent d'être un lâche, même si vont se rallier à lui quand même comme chef du nationalisme de l'époque et du parti patriote. Le 16 novembre 1837, le gouverneur qui est là, Gosford, émet 26 mandats d'arrestation contre des chefs patriotes, dont Louis-Joseph Papineau. 9 d'entre eux vont être arrêtés dans les jours qui suivent. C'est un peu ce qu'on voit dans le film de Pierre Falardeau, là, je pense que c'est 1838 ou 1837, sur justement le procès de ces gens-là. Papineau sait qu'il va être un des premiers à être pourchassé par la police, donc il se sauve. D'où la fameuse expression « ça prend pas la tête à Papineau », ben ça vient de là, c'est que la tête à Papineau a été mise à prix. Donc, son exil se divise un peu en deux périodes. De 1837 à février 1839, il va vivre aux États-Unis, notamment dans le coin de la Philadelphie et de Boston. Et de mars 39 à août 1845, il va faire un séjour à Paris avant de revenir en 1845 à Montréal. Donc, il quitte le Bas-Canada avec Poulain, Ducharme et Fortin, d'autres patriotes qui sont là, qui vont l'aider à lui faire passer la frontière afin d'entrer aux États-Unis par la baie de Missisquoi. Il va être accompagné de O'Callaghan à ce moment-là, qui est un autre patriote. Il va arriver aux États-Unis le 1er décembre 1837. Il va se réfugier en Albanie chez un ami qui s'appelle James Porter, qui lui était un greffier là, dans l'État de New York. Les débuts de son exil sont assez difficiles. Il reçoit des nouvelles où il est souvent dépassé par les événements. Il suit ça un peu de loin. Il ne sait pas trop s'il a bien fait de se sauver, mais il sait que s'il revient, il va se faire couper la tête. Donc, il n'est pas nécessairement sûr qu'il veut revenir à tout prix. Presque tous les journaux l'accusent parce qu'à ce moment-là, la presse patriote se voit interdire. Le journal des patriotes est interdit. Donc, on l'accuse de tous les maux. Le 1er janvier, son fils, il y a un fils qui s'appelle Amédée, qui est très important dans son histoire. Il va le retrouver à Millbury, puis ils vont quitter ensemble pour Saratoga. Ils vont se faire appeler Jean-Baptiste Fournier et Jean-Baptiste Fournier Junior. Parce qu'évidemment, il faut qu'ils prennent un nom d'emprunt si jamais ils sont recherchés et qu'on tombe sur eux. Ils vont finalement se retrouver en Albanie chez la famille Porter, comme je le disais. Début septembre 1845, après un court voyage en Italie, donc il a fait les États-Unis, la France, et finalement, il s'en va en Italie. Il s'embarque à Liverpool sur le Britannia et le 18 septembre, il revient aux États-Unis, à Boston. Il rencontre son fils là-bas à Saratoga, puis il arrive quelques jours après au Canada. Il traverse, puis il passe par Saint-Jean, où il va retrouver des amis de la famille. Après ça, il s'en va à Verchères, Saint-Hyacinthe, puis finalement Montréal. Ces détours-là, on dit que ça lui permet d'éviter une espèce de réception triomphale que des gens à Montréal lui servaient, parce que les sympathisants de la cause l'attendaient un peu de pied ferme, si on veut, mais quand même avec un bon enthousiasme. Il y a des gens qui louent sa maison, donc il va s'installer à l'hôtel pendant quelques temps, et Louis-Joseph Papineau, à 60 ans, revient au Canada. En 1844, c'est ça, il avait été pardonné, si on veut, ou en tout cas, on a levé la promesse d'emprisonnement, si vous voulez, ou de peine de mort qu'il y avait contre lui. Donc, je ne sais pas exactement dans quelles circonstances, mais c'est ça qui lui permet de revenir en 1845 au Canada, au Québec plus particulièrement. Donc, il rentre d'exil à sa fameuse seigneurie en 1848. Il profite des concessions des forêts qui ont été faites avec
les censitaires qui vivent sur le territoire, et il va se faire construire par les censitaires un grand manoir sur ce qu'on appelle aujourd'hui Montebello. En 1848, il fait son grand retour en politique, mais il est en désaccord avec la nouvelle direction de Louis Lafontaine, qui est chef du parti à ce moment-là. Et il s'oppose vraiment à l'Acte d'Union, qui est l'Acte d'Union de 1848, où on veut unir le Haut et le Bas-Canada. Et lui, il préconise plutôt l'annexion du Bas-Canada aux États-Unis. Et là, c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que je vous ai dit, bon, idole des partis nationalistes de gauche québécois, anti-armes, anti-conservateurs, anti-tout ce que vous voulez. Le gars, c'est un seigneur. Le gars, c'est un conservateur. Et finalement, ce qu'on apprend, c'est que lui, le but, c'était pas de le but de lui, il se voyait comme un Américain dans sa tête. Il se voyait comme... Il voulait recréer au Bas-Canada et au Haut-Canada ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est-à-dire l'abolition, la déclaration d'indépendance vis-à-vis de la monarchie, de la couronne britannique, pour finalement créer un État républicain, fédéral, et complètement différent de ce qu'on imagine aujourd'hui. Donc, c'était pas du tout une vision. Là, en fait, c'était même à l'opposé de la vision de l'indépendance du Québec refermée sur elle-même, avec un petit côté là, tout protectionniste, tout est fermé, tout est... c'était très différent. Donc, dans ce sens-là, puis vous allez le voir dans ce qui va suivre, c'était vraiment quelqu'un de totalement différent de ce qu'on nous raconte. Donc, ce que je vous raconte, c'est basé entre autres sur un article de Yvon Lamonde. Donc, c'est un historien de l'Université McGill qui est très intéressant, qui écrit quand même un bon article qui s'appelle Louis-Joseph Papineau, non à une confédération canadienne, oui à une fédération continentale, dans les coulisses de la confédération. Ça a été publié en 2017, donc c'est pas une vieille affaire. Donc, on est en 1867, j'avance un peu dans le temps. Louis-Joseph Papineau, maintenant 80 ans. C'est quelques années avant sa mort. Il est au cœur de la vie politique depuis 1808 comme député, 1815 membre de la Chambre assez important, 1817 chef du Parti canadien, et il quitte la politique active en 1854. Mais sa pensée continue d'exercer quand même une certaine importance dans la société canadienne-française. Et en 1867, il donne une conférence dont je vais vous parler du contenu dans les moments qui suivent. Donc, il n'a rien publié depuis. Il vit à Montebello et c'est maintenant devenu l'ancienne seigneurie de la Petite-Nation à partir de 1854. Son seul fils, donc le système seigneurial a été aboli, son seul fils survivant, Amédée, est assez important dans sa vie. Les autres sont décédés de toutes sortes de raisons. Son gendre, Louis-Antoine Desondes, fils de sa sœur, Rosalie, va le convaincre de venir à l'Institut canadien de Montréal faire une conférence publique pour célébrer en 1867 le 13e anniversaire de la fondation de l'Association libérale du Bas-Canada. Donc là, la conférence de 1867, qu'est-ce qu'il raconte là-dedans? C'est un peu une genre de conférence testamentaire. Dans le fond, c'est comme il énonce ses convictions, sa foi politique là-dedans qu'il avait jusqu'à la fin de sa vie. Et parce qu'à ce moment-là, il y a une nouvelle constitution qui remplace celle qui avait été adoptée en 1840 lors de l'Acte d'Union, qui avait elle-même remplacé celle de 1791. Donc, on est vraiment à la fondation officielle du Canada telle qu'on le connaît, 1867. Il dit « Je fais mienne les bonnes doctrines politiques de 1776 et de 1789 et surtout l'idée américaine de convention conçue pour examiner si le corps politique est demeuré sain. » Et là, il récapitule devant son auditoire les 8 régimes et les styles de lutte parlementaire et constitutionnelle qu'il y a eu au Bas-Canada et au Canada de 1791 à 1867. Et là, il dit « J'ai toujours cru à l'intérêt des établissements nouveaux en Amérique et de demander leur émancipation le plus tôt possible afin d'acquérir tous les avantages et tous les privilèges de nationalité nouvelle, tout à fait indépendante de l'Europe. » Donc, lui qui va connaître l'histoire des États-Unis, qui a connu les mouvements migratoires du Bas-Canada vers l'ouest du Haut-Canada,
va concevoir maintenant la nationalité confrontée à une espèce de brassage de population. Donc, il voit que les gens migrent un peu partout, il voit qu'il y a un brassage de population, puis il dit les aveugles sont ceux qui parlent de la création d'une nationalité nouvelle, forte et harmonieuse, sur la rive nord du Saint-Laurent et des Grands Lacs, d'une nationalité qui serait déjà toute formée et confinée dans ses limites actuelles. L'homme qui regarde l'histoire du haut d'un demi-siècle d'engagement politique, qui a le sens du destin, sinon de l'utopie, estime que la nationalité qui se façonne sera marquée par l'immigration, comme toutes les nations américaines, et elle sera composée de toutes les races d'hommes qui, avec leurs 1000 croyances religieuses, grand pêle-mêle d'erreurs et de vérités, sont poussées par la Providence à ce commun rendez-vous pour confondre en une unité et fraternité toute la famille humaine. Donc, qu'est-ce qu'il raconte? C'est que l'espèce d'affaire du Québec indépendant avec on vit entre nous autres, entre blancs, catholiques, canadiens, français, lui, il ne croit pas du tout à ça. Il voit une nouvelle... il voit un nouveau pays possible, une nouvelle union possible basée sur le brassage des populations, basée sur toutes sortes de mélanges de croyances et d'origines. Donc, on commence à être assez loin de la vision péquiste de la réalité, là. Il appelle ça, en fait, son modèle, la nationalité colombienne. Pourquoi colombienne? Bien, il dit, en fait, il faut mettre ensemble tout le monde qui est issu de l'héritage de Christophe Colomb. C'est-à-dire, tout le nouveau monde de l'Amérique du Nord ne devrait être qu'un seul monde. Et, en fait, qu'une seule union, d'une certaine manière. Donc, l'allusion qui fait justement l'homme colombien, une nationalité marquée par l'expérience colombienne, va être assez minimale dans ce discours-là, mais ça se retrouve dans sa correspondance avec son fils Amédée. Il dit « C'est une fédération colombienne plutôt qu'une fédération canadienne qu'il nous faut. » Donc, colombienne, c'est comme je dis, c'est vraiment pas dans le sens de la Colombie, mais de Christophe Colomb. Et c'est vraiment depuis 1854 que Papineau développe cette idée-là d'une nationalité non pas néo-canadienne ou québécoise indépendante, mais d'une nationalité mixte et américaine. Il va écrire à son fils le 31 décembre 1854. Il se forme une nouvelle et grande nationalité, mais elle n'est pas celle du Massachusetts, du Connecticut, du Vermont, du Delaware, etc. Prêcher pour la petite nationalité néo-canadienne, c'est repousser l'annexion, qui est aussi certaine que désirable, et où doit se former une nationalité colombienne, car c'est au génie super éminent de celui-là à qui il a été donné de préparer le berceau où devraient naître et croître les vertus de Washington et le génie de l'auteur de la Déclaration d'indépendance, non des 13 colonies seulement, mais de l'humanité entière. Il révélait les droits politiques communs à l'homme de toute race et de toute couleur. Qu'est-ce qu'il vient raconter là? Il vient raconter que le modèle américain, la Constitution américaine, le modèle de société qui a été mis en place là-bas est non seulement le meilleur, mais il devrait être le nôtre, il devrait être celui de l'humanité entière parce qu'elle vient définir les droits politiques communs à tout homme de toute couleur et de toute origine. Donc, l'opposition de Papineau à la Confédération canadienne, c'est pas du tout pour l'indépendance du Québec. Enlevez ça de votre tête. Là. C'est pour l'adhésion du Canada français, et même du Canada anglais s'il le veut, à une fédération continentale, là je prends ces mots, et colombienne, qui devrait se construire sur l'opposition à l'Union de 1840 et au gouvernement qui exerce le pouvoir à partir de Londres. Donc, son adhésion à l'idée annexionniste, qu'on appelle, donc de faire rejoindre le Canada aux États-Unis, remonte quand même à 1849, le plus loin qu'on retrouve dans sa correspondance. Mais c'est présent chez lui depuis très, très longtemps. Donc, l'annexionniste Papineau. Donc, Papineau adhère à cette idée-là d'annexion de la province du Canada aux États-Unis.
Mais cette idée-là, ça dure pas ça dure pas très longtemps dans la société. Lui, il en est le porteur jusqu'à sa mort, mais à part quelques exceptions, comme par exemple son neveu Louis-Antoine Desaulnes, Papineau va rester à peu près seul dans cette vision-là. Dans le Bas-Canada, dans le Haut-Canada, ça reste très minoritaire. Il n'y a jamais personne qui parle de ça, mais lui, il dit qu'il faudrait absolument que le conseil législatif, qui devient un Sénat, devrait être électif. Donc, lui, il dit on devrait vraiment être comme aux États-Unis, on devrait avoir un conseil législatif qui devient électif et notre rapport au gouvernement fédéral à Washington jouirait d'une enviable autonomie, non pas celle d'un État souverain, mais d'une autonomie conforme à une politique dont on avait les moyens. Il estime que le territoire, comme il compte plus de 60 000 habitants, on est en règle de demander notre entrée dans l'Union. Donc, c'est pas des blagues, là. Papineau avait vraiment réfléchi à comment le Canada français, le Bas-Canada, le Québec, pourrait faire la demande pour devenir un État américain avec une certaine autonomie. Puis il parle même là-dedans, il dit en fait, c'est le seul système où on pourrait garder notre langue. Il dit ce ne sera pas comme en Louisiane où on a fait venir des francophones, puis après ça, les anglophones sont arrivés, puis tout ça s'est brassé. Il dit si le Bas-Canada était un État américain, comme la fédération américaine nous donne le pouvoir, le plein pouvoir de bien des choses, contrairement à ce que nous donne l'Union canadienne, on pourrait décider de nos politiques linguistiques à 100% et on pourrait être un État américain francophone. Ça pourrait très bien se faire. Donc, il écrit à son fils encore le 15 décembre 1856 « Ces exemples ne sont-ils pas décisifs des avantages de l'annexion le plus tôt possible et de l'association à ce qui sera demain le plus noble théâtre intellectuel et le plus heureux état politique qu'il y ait au monde au lieu de l'état colonial. » Et là, il dit « On incarnerait, ça c'est dans une autre lettre du 24 décembre 1856, l'esprit français. Dans une colonie, notre nationalité sera étouffée et extirpée par la violence et l'insulte. » Donc, il dit actuellement, c'est là qu'on est. Il dit si on était un État américain, notre nationalité se modifiera lentement par l'assimilation, en ayant autant et plus à donner pour faire naître l'esprit français littéraire, artistique et éminemment social autour d'elle et à emprunter pour devenir plus active et industrieuse qu'elle ne l'est. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'on garde le français, mais en même temps, on va devenir des Américains sur le plan de la mentalité économique et industrielle. Donc, on va devenir bien meilleur qu'on est, bien plus fort que ce qu'on est. C'est ce qu'il raconte à son fils en 1856. Donc, c'est quoi son projet comme tel? Qu'est-ce qu'il veut concrètement? Je le cite. « Ce que j'appelle de tous mes vœux, ce que le Canadien, le Québécois, et d'autres amis de leur pays semblent redouter, ce qui fait l'horreur des loyalistes et du gouvernement anglais. Je veux l'agglomération de toutes les sections de l'Amérique en une seule vaste république, une confédération continentale, une par son esprit et ses lois, une par ses institutions sociales et politiques. Toute l'histoire passée du Nouveau Monde nous enseigne que c'est une manière de faire irréprochable. » Donc, ce qu'il raconte, c'est qu'il voudrait non seulement que le Québec se joigne aux États-Unis, mais lui, il voit les États-Unis étendre le modèle du Canada jusqu'au Mexique, autrement dit, puis de faire une grande union, non pas une grande union avec juste que c'est comme si c'était un pays avec un gros gouvernement qui décide pour tout le monde en haut. Non, une union basée sur le modèle original des États-Unis où chaque État est relié ensemble par des intérêts communs, comme c'est le cas aux États-Unis, mais chaque État, c'est comme 50 pays dans un pays. Donc, c'est assez peu connu, hein, ça, Papineau annexionniste. Il a fallu qu'on ait l'édition de sa correspondance qui a été faite quand même il n'y a pas si longtemps que ça pour que ça le soit. En fait, c'était comme un peu caché, ça, cette idée-là, mais qui est très présente chez lui. C'est dans toutes ses lettres pratiquement à son fils. C'est un peu partout dans des déclarations qu'il a faites ou dans des conférences. Mais tout ça, c'est l'occasion de faire observer que cette pensée de Papineau est quand même restée assez privée. Il n'en a pas fait l'étalage nécessairement à l'Assemblée nationale. Tout ça, c'est pas ce qu'on voyait à l'Assemblée du Bas-Canada, c'est-à-dire. Mais il l'a fait dans sa correspondance avec son fils et dans des conférences là, vers les années 1860. Il dit « Mixte pour mixte, vaut mieux pour moi une société non coloniale, républicaine et états-unienne qu'une société mixte,
coloniale, monarchique et britannique comme celle que nous avons connue et combattue depuis 1830. Et même, il dit, maintenant, à son fils, il dit, en fait, le Bas-Canada pourrait être séparé en 3 États différents selon certaines régions, et puis eux arrangeront les paramètres comme ils le veulent et géreront ça comme ils le veulent. Et ils peuvent, vu qu'on est plus que 60 000, on peut adhérer comme État et redécouper le territoire, un peu comme c'est le cas là, dans la côte est des États-Unis. C'est beaucoup plus petit que le Québec, toute cette partie-là, l'État de le Massachusetts, le Vermont, tout ça, c'est pas très grand, mais ça fait quand même plusieurs États. Et disons, on pourrait être en réalité comme ça et adhérer à cette vision-là de l'organisation nord-américaine basée sur la Constitution des États-Unis d'Amérique. Donc, c'est quand même incroyable, pareil, de penser que la journée nationale des Patriotes, on fête quand même. Cette fête-là a été un peu hijackée par les séparatistes québécois, mais la réalité, c'est que quand vous fouillez là-dedans, tu te dis, oh, oui, le but, en réalité, c'est de s'affranchir de la couronne britannique pour faire un modèle républicain, et républicain à l'américaine, là. Genre que le Québec devient un État américain, puis qu'on fait une grande république nord-américaine où tout ce monde-là fonctionne ensemble selon leurs particularités régionales. Mais écoutez, je peux vous relire le petit bout, tout est dit là-dedans. Là. Son projet, ce que j'appelle de tous mes vœux, ce que le Canadien et d'autres amis de leur pays semblent redouter, ce qui fait l'horreur de tous les loyalistes et du gouvernement anglais, l'agglomération, donc le fait de mettre ensemble toutes les sections de l'Amérique en une seule vaste république, une confédération continentale, une par son esprit et ses lois, une par ses institutions sociales et politiques. Donc, c'est quoi ce qui est le mieux là-dedans? Il le dit lui-même. Ce qui devrait être importé dans le monde entier, c'est le système américain avec la Constitution américaine qui garantit les droits et libertés, peu importe t'es qui, peu importe ton origine, qui ne fait pas de distinction de ce genre-là, contrairement à ce qui se passait au Canada, la distinction entre les Premières Nations, les Canadiens français et les Canadiens anglais. Donc, on a un gars qui est un conservateur, qui était propriétaire d'une seigneurie où il y avait des gens qui étaient grosso modo ses esclaves, qui était contre l'abolition du système seigneurial, qui était un libéral, qui était, sur le plan économique, qui était un annexionniste, qui faisait la louange des États-Unis d'Amérique, qui faisait l'apologie de la Constitution des États-Unis et qui était pour le rattachement du Bas-Canada à l'Union américaine pour en faire le 52e État ou le 51e État. Donc, en réalité, Papineau, c'est l'ancêtre du Parti 51. C'est quand même assez incroyable de penser qu'aujourd'hui, malgré tout ça, ça en reste un héros péquiste, qu'on a des rues à son nom et qu'on fête ça une fois par année. C'est quand même incroyable, mais je voulais vous le présenter sous cet autre angle-là. Ça fait longtemps que je veux le faire parce que je le sais que c'est pas très connu, que personne ne parle de ça, mais c'est pas du délire, c'est dans ses lettres à ses fils, c'est un peu partout. Vous pourrez retourner voir l'article que je vous ai mis. C'est vraiment intéressant de voir l'envers et l'endos un peu de ce personnage-là. Peut-être qu'on parlera un jour de Henri Bourassa, qui était dans sa famille d'ailleurs, qui a eu un peu qui a eu un parcours, je dirais, un peu similaire au niveau de la marginalité politique. Donc, comme quoi se faire exiler puis mettre sa tête à prix pour aller faire un séjour aux États-Unis, ça a quand même peut-être des fois des bienfaits. Ça y a changé disons que ça y a ouvert les idées qu'il n'y avait pas juste le Bas-Canada qui comptait. Puis finalement, son idéal, c'était un peu l'idéal de la philosophie des Lumières puis de l'émancipation envers le pouvoir monarchique.